notre premier témoin, Monsieur Jean-Christophe Skibéras. Monsieur Sibéras, vous déclinez vos noms, prénoms, et vous jurez de dire la vérité, rien que la vérité, mais toute la vérité. Vous levez la main droite et vous dites « je le jure ». Donc Sibéras Jean-Christophe, je jure de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Merci. Monsieur Sibéras, vous avez été donc DRH de Solvay. La première question que je voulais vous poser, avant de vous laisser la parole, c'est de vous demander si c'est en prenant de l'assurance que vous avez décidé de rentrer chez AXA. Où vous êtes aujourd'hui directeur des relations sociales. Non. Non, on change d'entreprise, on change de secteur justement parce que on n'est jamais sûr en fait de ce qu'on a fait. Et surtout, on n'est jamais sûr que ça soit le bout du chemin de quelque chose. Donc, en fait, changer d'entreprise et de secteur, c'est une occasion de se remettre en cause parce que, justement, si on veut progresser, il faut trouver des situations de remise en cause. Alors, vous êtes passé de la chimie et d'une culture, allez, on va dire un peu ouvrière, industrielle tout au moins, au service. Est-ce que c'est le même dialogue social ? Alors, oui, enfin, effectivement, les entreprises sont des univers culturels différents. Enfin, effectivement, la grosse différence entre l'industrie et les services, c'est que l'industrie, on fabrique des produits solides, physiques, et donc ça a beaucoup d'effets sur les comportements, même de ceux qui ne sont pas dans la production. On est plus concret parce que, effectivement, tout le monde est plus concret dans l'industrie, alors que quand vous fabriquez de l'immatériel, c'est différent, et donc on est plus processualisé dans l'industrie, alors que dans les services, on a moins tendance à l'être, parce qu'effectivement, il n'y a pas de processus industriel qui est une espèce de colonne vertébrale au sens d'un ADN collectif, etc. Donc effectivement, ça change les choses sur les comportements, et ça peut même changer des choses, d'ailleurs, sur le dialogue social. Voilà. Alors, en tant que professionnel du dialogue social, ou des relations sociales, quelle est votre conception, à vous, du dialogue social en entreprise ? Alors, bon, comme l'a dit Rémi tout à l'heure, je crois que la question, c'est quoi le dialogue social ? De quoi parle-t-on ? Alors, effectivement, moi, j'ai une conception du dialogue social qui est la suivante. Je vais essayer elle est assez simple. Le dialogue social, c'est le dialogue entre, effectivement, le capital, incarné par le management, et les salariés. C'est pas le dialogue entre des représentants du personnel et des DRH. La question, ce sont les salariés. Alors, il se trouve que pour des raisons opérationnelles et pratiques, assez souvent, on se dit on ne peut pas discuter avec 3000 personnes tous les matins quand on arrive à l'usine. Donc, on va essayer de trouver un truc plus efficace qui s'appelle des représentants. Mais le fond du fond, le vrai sujet, ça a été dit, c'est comment associe-t-on à ce qu'on fait tous ceux qui travaillent. C'est ça ma conception du dialogue social. Et donc, la question des représentants du personnel, c'est une des questions du dialogue social. C'est un des moyens du dialogue social que d'avoir des représentants du personnel. Mais en réalité, le dialogue social, il s'exerce de différentes manières. Il s'exerce avec des représentants du personnel. Oui, c'est une des formes du dialogue social. Il s'exerce en interrogeant directement les salariés. Par exemple, quand on fait des opérations, des enquêtes, d'écoute ou de communication, voilà, il y a des modes d'expression des salariés qui passent par ce canal-là. Le management lui-même, il a un rôle de dialogue social parce que c'est un canal d'expression. Il remonte, on leur demande un certain nombre de choses, dit tout ce qui se dit. Et le dialogue social, pour moi, c'est finalement l'addition d'un certain nombre de canaux, le canal représentatif, le canal managérial et également le canal direct. Et ce sont des canaux qui jouent dans les deux sens. C'est-à-dire on est à la fois à l'écoute de ce qui se dit, soit directement auprès des salariés, soit par leurs représentants, soit par le management. Et c'est aussi vrai dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, le management fait passer un certain nombre de messages, soit par la hiérarchie, soit par les représentants du personnel, soit par des moyens directs de communication. Voilà.
Alors, l'entreprise qui, à mon avis, fonctionne bien, c'est l'entreprise qui arrive à faire fonctionner ces 3 canaux de manière simultanée. Et de manière simultanée, y compris en termes de contenu, de message. Quand tout le monde emploie les mêmes mots, c'est mieux. Quand on les emploie à peu près au même moment, c'est mieux. On annonce un projet, on l'annonce par le management, on l'annonce par les représentants du personnel, on l'annonce de manière par la communication. Donc le dialogue social ne se réduit pas à la forme représentative, avec un certain nombre de choses ensemble, des élus, des syndicats, etc. Il se résume par l'addition de cela. La difficulté dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, parce qu'il faut quand même parler des problèmes aujourd'hui, c'est le phénoménal affaiblissement de la représentation syndicale. Dans tous les pays du monde, pratiquement, sauf en Europe du Nord, on assiste à un très fort retrait, et en particulier de la part des jeunes générations. Ce qui pose la question de qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et on est effectivement face à ça. Deuxièmement, ça veut dire que le dialogue social est mort. Simplement, c'est une forme de dialogue social qui passe par des représentants du personnel qui est très questionnée. Et donc, nous, les RH, responsables de relations sociales, on est là en train de se dire comment peut-on continuer à savoir ce qui se passe, à ce que dire les salariés, quels sont les vecteurs qu'on peut utiliser. Je prends un exemple, parce qu'on n'a pas parlé, mais qui est quand même très très important, c'est comment s'expriment nos salariés sur les réseaux sociaux. Vous savez que c'est quand même des données tout à fait conséquentes. Et là, on a aussi des formes d'expression du dialogue social qui émergent. Et quand vous regardez, par exemple, dans les entreprises américaines type GAFA où il n'y a pas de syndicat, il y a quand même de l'expression de dialogue social. Il y a des phénomènes d'expression sur une idée. On l'a vu sur Amazon il y a quelques jours, l'association des Amazon. Alors on lance une idée, il y a 2000 personnes qui tout d'un coup suivent une idée de quelqu'un qui a été lancée sur le réseau social de l'entreprise. Et là, on a des formes de dialogue social qui sont nouvelles, mais qui sont clairement des formes de dialogue social qui se développent devant nous, des nouvelles formes de dialogue social. Et nous, les ressources humaines, on est là justement pour capter les attentes, effectivement repérer ceux qui lancent des idées, des revendications, parfois de manière assez folle, assez vigoureuse. Je pense notamment aux remises en cause par les salariés de Google sur la politique de Google vis-à-vis de la Chine et comment le Google cédait du terrain par rapport à des expressions des dirigeants chinois. Donc il y a des formes d'expression de dialogue social qui sont des formes modernes de dialogue social. Et donc, ce qui est très intéressant pour nous en ressources humaines, c'est justement de se dire, voilà, notre travail consiste à travailler, à écouter et à répondre, à utiliser tous les canaux, même les canaux modernes, plus digitaux, d'expression du dialogue social. Voilà. Donc, voilà un peu ma conception du dialogue social. C'est une conception dynamique. Il y a des formes de dialogue social qui existent. Elles changent selon les pays, selon les entreprises. Mais par contre, il y a des phénomènes assez profonds qui sont à l'œuvre et sur lesquels il faut être attentif et il faut continuer à agir et à travailler. C'est pas pour vous contredire, vous le pensez bien, mais je reviens moi sur la notion de syndicat chez vous, chez AXA. Est-ce que vous expliquez par cette façon de voir les choses le fait que 2 syndicats chez vous, cette année, ne soient plus représentatifs? Je crois que c'est FO et la CFTC, de mémoire. La CFTC, il y a une désyndicalisation chez AXA qui amène ce genre de... Non, mais la désyndicalisation, c'est un phénomène de fond. C'est-à-dire que c'est un mécanisme extrêmement lourd. On peut le regretter, on peut on peut trouver ça bien, pas bien, etc. Moi, je ne me situe pas du tout comme ça. Je me dis, ce qui compte, c'est quand même l'efficacité de la boîte. C'est-à-dire, au fond, comment va-t-on arriver à faire avancer notre barque? Sachant que, je le dis souvent à tout le monde, on est tous sur le même bateau. Le capital et le travail, il se trouve qu'on est sur le même bateau. C'est-à-dire, si le bateau coule, on coulera tous ensemble. S'il marche bien, il va loin, on ira tous ensemble. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement, qu'est-ce qui fait que le truc sera efficace? Ce qui est efficace, et c'est effectivement, on le sait, c'est quand les salariés, les collaborateurs se sentent impliqués dans les trucs. On appelle ça le participatif, etc. On sait très bien. Bon. Et donc... l'engagement, la motivation et l'implication et l'efficacité même de l'entreprise, elle naît effectivement du sentiment d'être associé à ce qui se passe dans l'entreprise. Donc les responsables RH et dialogue social, leur responsabilité, c'est effectivement de se dire, est-ce qu'on écoute tout le monde?
Et donc, est-ce qu'on respecte tout le monde? Parce que écouter, c'est respecter. Hein. Et est-ce qu'on les écoute de toutes les manières possibles? Hein, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on les écoute par des représentants? Est-ce qu'on les écoute sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on les écoute en faisant des groupes de travail et des groupes de réflexion ensemble pour bâtir des projets? Est-ce qu'on les implique? C'est ça l'efficacité. Si les syndicats s'affaiblissent, même si, très honnêtement, j'ai donné un peu de mon temps dans ma vie pour essayer de faire en sorte qu'ils soient préservés. Gabriel Artero n'est pas là, mais moi, je veux dire... chez Solvay, il se trouve qu'on finance la cotisation syndicale et qu'elle s'impute salariés, le reste à charge hors impôt, et qu'elle s'impute sur, évidemment, les résultats d'entreprise, comme la cotisation patronale. Donc je réponds à la question posée par Artero. Il y a des moyens, effectivement, de montrer que l'adhésion à un collectif structuré est un plus pour l'entreprise. Voilà. Donc... mais il faut être extrêmement attentif aux grandes évolutions de fond qui se passent aujourd'hui parce qu'elles sont rapides. Et si on reste sur des modèles un peu traditionnels, on risque de rater un certain nombre de choses. Je voulais faire une référence, puisque je crois que c'était ici tout à l'heure, à la crise des Gilets jaunes, qui est quand même un phénomène intéressant, parce que paradoxalement, l'entreprise n'était pas visée. C'était on va dire grosso modo l'État qui était visé, ce qui, dans un pays extrêmement redistributif, est finalement assez logique, c'est qu'on va chercher l'argent là où il est. Mais pourquoi les entreprises n'étaient pas visées? Mais en fait, il fallait quand même écouter ce que disaient les Gilets jaunes. Ils disaient, on n'est pas écouté, donc on n'est pas respecté. Et moi, je me suis dit, mais est-ce qu'on n'entend pas ça dans les boîtes aussi? Eh bien oui, on entend aussi ça dans les entreprises. On n'est pas écouté, donc on n'est pas respecté. Et parfois, d'ailleurs, on l'entend assez haut dans la hiérarchie. Hein. Donc, il vous reste 1 minute. Donc, effectivement, le dialogue social, c'est de savoir écouter, c'est de savoir se respecter et c'est de savoir participer ensemble et de construire ensemble parce qu'effectivement, notre sort est lié parce que l'efficacité de l'entreprise, c'est quand même tous ces gens-là qui vont la faire ensemble. Maître Bouvard, vous avez une question? Oui. Madame la greffière, je vous en prie. Oui, j'ai une question. Si je vous suis sur votre conception du dialogue social, j'ai le sentiment, peut-être à tort, que finalement, l'existence des corps intermédiaires n'aura pas beaucoup d'enjeux sur le dialogue social et que vous concevez très bien un dialogue social demain sans la notion de corps intermédiaire. Est-ce que je me trompe ? C'est pas exactement ça. C'est-à-dire, il y a des corps intermédiaires et c'est très important qu'ils existent, mais des fois, il n'y a pas de corps intermédiaire. C'est pour le fait de l'entreprise. Franchement, la désyndicalisation, il y a un moment donné, vous dites, est-ce qu'on va faire de la perfusion artificielle? Il y a un moment donné, il faut être réaliste. Hein. Quand vous voyez des jeunes en face de vous, prononcer le mot de syndicat, pour eux, c'est une espèce de... C'est juste quelque chose qui n'a aucune réalité, ou alors des images d'Épinal et de vision. Bon. Donc, je dis simplement, un corps intermédiaire, ça peut être un collectif de travail qui existe un moment, qui se crée. Je parlais de Google, Amazon, il y a des phénomènes très, très intéressants. Il existe, il émerge, ça devient un corps intermédiaire. Simplement, il est temporaire. Il est lié à un sujet donné. Il est porté, ce sujet, parfois sur des sujets très, très sérieux, etc. Et puis, effectivement, il va disparaître et va émerger un jour, peut-être le lendemain, le surlendemain, une autre question. C'est un regroupement intermédiaire. Alors, effectivement, je me suis longtemps interrogé. Je me dis, effectivement, est-ce que ce n'est pas des phénomènes archaïques? Finalement, au XIXe siècle, au fond, il n'y avait pas de syndicats, enfin, avant la reconnaissance des syndicats. Il y a quand même ce qu'on appelait des coalitions dans le monde du travail. Et ces coalitions, c'était un peu ce qu'on voit aussi aujourd'hui différemment. Un réseau social, c'est une sorte de coalition ponctuelle. Donc je me dis, là, on est en train effectivement de retrouver ou revoir des formes archaïques, mais qui s'expriment avec des moyens modernes, des smartphones, etc., ou des réseaux sociaux, qui sont en fait des phénomènes. Donc au fond, ces phénomènes nouveaux sont peut-être pas si nouveaux que ça. Ils sont nouveaux par les outils qui les véhiculent, qui les portent, les outils digitaux, mais au fond, on retrouve des mécanismes, effectivement. Et moi, je reconnais une validité à l'expression de ces corps intermédiaires. Il y a des entreprises qui fonctionnent. Alors, le vrai débat, en réalité, que vous posez très bien, c'est effectivement que dans les grands groupes multinationaux, où on a des managers de tout pays, de toute culture, il y a effectivement, chez nous, un débat. Le débat est le suivant, et il
il est fort. C'est d'un côté, vous avez des cultures, notamment européennes continentales, qui accordent une légitimité à une représentation structurée des salariés, qu'elles s'appellent syndicats, CE, CSE, Works Council, Betriebsrat, enfin toutes les formes qu'on connaît dans différents pays de représentation structurée. Et puis vous avez un modèle anglo-saxon qui est quand même très présent, qui dit, mais attendez, pourquoi voulez-vous qu'entre le salarié et le manager s'intercale un représentant intermédiaire? Si le manager est très bon, et ces pays-là mettent une énorme pression sur les managers pour qu'ils soient excellents. Et si le manager est très bon, il n'y a pas besoin de corps intermédiaire parce qu'il saura écouter, il saura trouver les compromis, les régulations, etc. dans son équipe, dans son collectif de travail. Donc ça, c'est un des défis qu'on a à régler, mais plutôt un défi, on va dire, d'entreprise. C'est-à-dire comment faire un choix. À un moment donné, quand vous êtes un groupe multinational, au niveau corporate, même quand vous êtes assez décentralisé, à un moment donné, il faut des guidelines, des repères. Parce que sinon, les managers eux-mêmes, ils ont des équipes dans les tas de pays et ils ont du mal, effectivement. Donc, effectivement, on a ce débat et moi, je prône un mode pragmatique de dialogue social, de reconnaissance de dialogue social qui soit par des représentants du personnel, soit par des collectifs de travail, soit par des expressions qu'on capte via le management, soit par des expressions qu'on capte parce qu'on fait une enquête ou on fait participer des groupes de travail, etc. Voilà le dialogue social. Et si on arrive à tout bien faire, pas dire il y en a un qui est bien, l'autre qui est mal, c'est l'addition de l'ensemble qui fait que l'entreprise sera forte parce qu'effectivement, on saura écouter et construire. D'autres questions? Non? Assurer la... Donc l'avenir du dialogue social, c'est la qualité du management. C'est ça, bien sûr, ça en fait partie. Je croyais que vous étiez c'est essentiel, bref, monsieur, bien sûr. Maître Bouvard. Non. Oui. Monsieur Simiras, assurer la position du corps intermédiaire par un smartphone, ça a coûté la place de la candidature à Paris. C'est grivois, mais c'est beau. En attendant, nous vous remercions. Merci beaucoup.